Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un Français dont la mission est de mieux faire connaître la France aux Chinois. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre émission Nicolas Kennedy, président de l'Agence française. Bonjour, Monsieur Kennedy, bienvenue dans notre émission. Bonjour. Alors, vous venez de sortir, et il y a un nouveau livre qui vient de sortir, qui s'intitule Versailles, la révolution gastronomique. Et est-ce que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs pourquoi avez-vous eu l'idée d'écrire la gastronomie par le prisme de Versailles ou vice-versa, de décrire Versailles dans le prisme de gastronomie. Et aujourd'hui, on est à Pékin sur ce toit magnifique devant la Cité interdite qui ouvre son exposition sur Versailles. Et depuis 5 ans, avec mon ami Jean-Maurice Sacré, qui possède la plus belle collection de menus au monde, on a décidé de raconter l'histoire de France par le spectre de la diplomatie à table. La gastronomie, c'est l'outil ultime de diplomatie. C'est là où tout se crée, c'est là où tout se discute et c'est là où tout se résout. Et Versailles, c'est le temple de la diplomatie. Ça a été pensé par Louis XIV pour être un endroit où il allait gouverner d'une façon contemporaine. Et il se trouve que tous les repas qui ont eu lieu, tous les protocoles qui ont été inventés, tous les savoir-faire, et certains viennent de Chine, qui se sont retrouvés rassemblés dans Versailles, sont en fait un tribut, un trésor absolument extraordinaire, raison pour laquelle nous avons fait ce très gros livre de 400 pages qui raconte Versailles, la révolution gastronomique. Mais qu'est-ce qui est, entre guillemets, révolutionnaire? Tout est révolutionnaire à Versailles. D'abord, ce titre, puisque Versailles était avant une résidence royale, puis est devenue une résidence d'État, une résidence républicaine. Les savoir-faire, rassembler les gens, comment les ordonner, avoir des potagers, avoir des frigidaires, avoir des menus extraordinaires, faire venir le monde entier et les asseoir à table, eh bien, c'est Versailles qui a donné ce ton unique au monde. Et c'était l'idée première de Louis XIV, mais ce qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne aussi bien quand le général de Gaulle a décidé de remettre en avant le château de Versailles comme un outil diplomatique. Ça veut dire qu'à l'époque de Louis XIV, c'était bien pensé. Et quand plus récemment, le président Hollande a reçu le président Xi Jinping en 2014, ou récemment, le président Macron a reçu aussi le roi d'Angleterre, et si tout va bien, d'autres très grandes célébrités au sein de ce château. Ce qui est révolutionnaire, c'est que ça fait 400 ans que c'est un des endroits les plus puissants au monde. Et en général, selon vous, quelle est la place de la gastronomie dans une culture? La gastronomie, dans une culture, c'est essentiel. C'est ce qui fait un grand pays. Et je le dis avec autant de simplicité que je n'ai aucun problème à dire que le premier pays qui a inventé 90% des pratiques alimentaires, c'est la Chine. Plus tard, d'autres pays ont développé des savoir-faire, des façons de faire. C'est entre autres à la Révolution française, quand il y a eu un grand changement dans la façon avec laquelle on pouvait recevoir ses amis, puisqu'on ne recevait plus les gens à la maison, mais dans des restaurants, qu'il y a eu l'invention du menu et que la France a été à l'initiative de la gastronomie moderne. Mais il n'y a aucun pays développé qui n'ait pas une gastronomie développée. Alors, vous avez dit que la gastronomie à Versailles, c'est devenu un peu un outil diplomatique. Donc, quelle est l'importance de la gastronomie, de cette culture dans les échanges entre différents pays, selon vous? Surtout entre la France et la Chine, peut-être. La façon de recevoir à Versailles est extrêmement cadrée. D'abord, le haut lieu pour recevoir à Versailles, c'est la Galerie des Glaces.
Il faut comprendre que le jour où le château de Versailles a ouvert, aujourd'hui, il y a des miroirs partout. Ensuite, la gastronomie, elle était flamboyante. C'était des fêtes extraordinaires, c'était des pièces montées, c'était une débauche de savoir-faire et de techniques alimentaires. C'était rassembler les produits qui venaient de l'Europe entière. C'était les transformer de la façon la plus délicate, la plus harmonieuse, à savoir que le goût se retrouvait avec la façon de faire, comme un art, et pas simplement comme une fonction alimentaire. Et ça, vraiment, le raffinement de Versailles est le paroxysme de ce qu'on peut faire de mieux dans la gastronomie. C'est vrai que quand on mange, par exemple, il y a un grand banquet en France et en Chine, il y a beaucoup d'autres choses, par exemple la musique, la danse, qui peut être ajoutée dans la banquet, n'est-ce pas? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une ressemblance entre la tradition culinaire française et la tradition culinaire chinoise et comment les deux pays peuvent échanger un peu là-dessus? Il y a bien sûr énormément de ressemblances dans les traditions culinaires, mais pour une raison simple, c'est que la grande majorité des plats, des techniques, des savoir-faire, de l'usage du feu, de la création des assiettes, viennent de Chine. Et dans tous les pays évolués avec une très grande culture artistique, musicale et donc culinaire, un grand repas n'est pas simplement la fête de la nourriture, mais la fête des savoir-faire esthétiques, émotionnels d'un pays. Donc oui, quand on était à la Cité interdite pour l'ouverture de l'exposition sur Versailles, il y avait des parties de musique, il y avait l'expression globale de ce savoir-être, de ce savoir-vivre qui rassemble parfaitement la France et la Chine. Et quelle est votre impression de l'exposition? Que c'est quand même un événement phare de cette année qui marque le 60e anniversaire entre la France et la Chine. C'est un geste merveilleux que cette exposition au cœur de la Cité interdite, dirigée par le nouveau président Christophe Léribaud, qui est un homme merveilleux. Et cette exposition avait été préparée par son prédécesseur, le président Catherine Pégard. Et c'est formidable parce qu'on arrive déjà dans la Cité interdite et il y a ce sentiment de calme qui est très spécifique à la ville de Pékin. Et puis on arrive dans ce plus petit bâtiment et là, ça exprime à la perfection les passerelles entre ces deux pays. Donc les porcelaines, les manifestes, l'intelligence, on voit des textes de Confucius, on voit d'autres textes qui sont plus importants. Donc on voit bien que deux pays hautement intellectuels discutent l'un avec l'autre entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc cette exposition est hautement intellectuelle, c'est ce qu'on pouvait attendre d'une exposition à Pékin, extrêmement raffinée et donne une vraie portée de la richesse alliée entre Versailles et la Cité interdite. En fait, qu'est-ce que l'héritage ou l'aspect historique peut-il jouer dans les échanges entre la France et la Chine aujourd'hui? Parce qu'on voit que l'exposition de Versailles Cité interdite, c'est un aspect historique et écrivez sur la tradition culinaire à Versailles, c'est aussi une approche un peu historique aussi. Et vous avez aussi écrit d'autres livres de Gaulle à table, c'est de retracer l'histoire. Donc comment l'histoire peut nous inspirer aujourd'hui? C'est une très bonne question de savoir comment l'histoire peut nous inspirer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui qu'on a accès à toute l'information, est-ce qu'on a réellement accès à l'histoire? Eh bien non. On a accès à tout, ce qui fait qu'on a accès à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut pouvoir focaliser sur des histoires qui sont très importantes, faire ce devoir de mémoire. Je pense que quand je discute avec mes fils qui ont 18 et 15 ans, ils ont du mal à savoir qui est le général de Gaulle. Alors que le général de Gaulle a été essentiel. Et dans les années à venir, ça sera la même chose. Comprendre que faire Versailles, faire un château ou faire une cité va permettre de rassembler des techniques, des savoirs qui font que plus tard, une technique alimentaire comme le repas des Français ou le thé des Chinois se trouve sous l'ombrelle de l'UNESCO, ça c'est un travail de mémoire, c'est un travail de savoir et c'est un travail de protection. Quand on était
3 milliards, c'était plus facile. Quand on est 9 milliards, eh bien, plus que jamais, on doit raconter des belles histoires, les histoires du beau et les histoires du bien. Et la gastronomie, plus que jamais, est un territoire essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu submergé par les informations qui viennent de tous les sens. Et on a tendance à un peu avoir très peu de temps de vraiment retracer l'histoire. Donc c'est ça l'importance, selon vous, du travail que vous avez fait, n'est-ce pas? Faire un livre comme celui-là, c'est 18 mois de travail. C'est des moments merveilleux. Et aujourd'hui, ce sont des très gros livres, qui sont des livres un peu élitistes, mais avec le temps, on en fera des versions plus populaires pour que ce savoir se transmette le mieux possible. Mais c'est absolument essentiel de donner des marqueurs. Le marqueur, pour De Gaulle, c'était le 50e anniversaire du décès du général. Le marqueur pour Versailles, c'est le 400e anniversaire. Et plus que jamais, dans le monde actuel, il faut poser des marqueurs, il faut poser des moments clés, il faut créer des objets merveilleux, parce que notre héritage, qu'il soit chinois, qu'il soit français, qu'il soit franco-chinois, comme le 60e anniversaire qui nous rassemble aussi aujourd'hui, de l'ouverture des relations diplomatiques franco-chinoises, il faut marquer le coup. C'est très important. Et vous avez travaillé pendant longtemps de promouvoir la France auprès des Chinois, dans le monde entier. Donc, quel est votre projet maintenant surtout en Chine? Alors, il y a beaucoup de projets qui sont en Chine, il y a beaucoup de projets qui sont en France pour promouvoir l'amitié franco-chinoise. Il y a quelques mois, en novembre, à Paris, à l'Hôtel de Ville, nous avons donné un très grand repas qui célébrait le 40e anniversaire de l'Académie internationale de la gastronomie. Un des plats phares, c'était un plat qui parlait de l'amitié franco-chinoise. C'était un bœuf français avec une sauce pékinoise. C'était le chef français Yannick Aleno, qui a 17 étoiles au guide Michelin, qui avait fait un 4 mains avec le chef Bobilo, qui est un chef qui a travaillé beaucoup pour le Mandarin oriental. Et on avait servi avec ce plat un Mao Tai exceptionnel, une cuvée particulière, parce qu'on était 260 dans l'Hôtel de Ville de Paris et on a fait un toast au Mao Tai de façon extraordinaire, comme on avait fait peu avant un toast au champagne, Laurent Perrier, qui était assez incroyable aussi. Et c'est ça, rassembler les savoir-faire. Un toast façon chinois, un toast façon français, un au Mao Tai, un au champagne. C'est ça qui nous unit parce que ce sont des traditions qui sont très 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 belles. Dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques, il y aura un grand rassemblement à Deauville qui devrait rapporter le 13, 14 et 15 novembre des grands leaders des deux pays. Et nous avons le projet d'aussi accompagner la clôture de cette manifestation d'un grand dîner. Donc ça fait partie des projets qui sont en cours. J'en ai un peu moins pour le moment en Chine, peut-être quelque chose au mois de mai, qui est en cours de discussion depuis hier. Alors peut-être qu'on se reverra au mois de mai, mais l'énergie de la culture gastronomique, de la beauté qui existe entre la France et la Chine est plus que jamais à propos. C'est vrai que cette année, c'est aussi l'année croisée du tourisme et de culture des deux pays. Donc, quelles sont vos attentes par rapport aux échanges de tourisme et des manifestations culturelles? Mes attentes au niveau de la culture et du tourisme, je ne peux pas en parler parce que moi je suis gastronome. Ce que je peux vous parler, c'est le plaisir immense que j'ai quand je vois le programme qui vient de sortir, où je vois que Bernard Venet va être installé en Chine, que Annette Messager va être installée en Chine, qu'il va y avoir une fête de la musique créée à l'époque par un merveilleux ministre en France, Jack Lang. Autant de choses qui vont se passer et qui rassemblent les peuples, des concerts de musique extraordinaires. Eh bien moi, je suis en joie, je suis heureux. Je suis fier de mon pays, je suis fier d'avoir une Chine qui aime autant la France et tout ça me rend très heureux. Est-ce que vous aimez la gastronomie chinoise? Je suis fan
comme ce qui est écrit derrière moi, de la gastronomie chinoise. Parce que c'est une gastronomie de toutes les régions. On peut y trouver des modérations très épicées, des modérations très végétales, des modérations très animales. J'ai goûté avant-hier un tout petit cochon du Tibet qui était absolument incroyable. J'ai goûté un agneau absolument exceptionnel, des poissons, des fruits de mer, hors du commun. La richesse de la gastronomie chinoise est absolument incroyable. Et l'autre élément qui est essentiel, c'est lié aussi à la culture de la médecine chinoise, c'est que beaucoup d'aliments sont consommés pour se faire du bien, de façon éthique et pour protéger son corps. Et plus que jamais, et ça c'est vraiment un cheval de bataille pour moi, il faut prendre conscience du pouvoir, et c'est quelque chose qu'on défend à l'Académie internationale, de la gastronomie. Se nourrir bien, c'est protéger sa santé. Et ce que je vois aussi dans les très grands produits chinois, c'est des produits qui sont exceptionnels pour protéger sa santé. En fait, je trouve que... Est-ce que vous trouvez que la France et la Chine possèdent aussi des traditions où on consomme des choses très diverses? Par exemple, si je voyage en Europe, je trouve que la tradition culinaire française est le plus proche qu'en Chine parce qu'on consomme une variété très grande d'aliments, ce qui est un peu différent que les autres pays européens. Si j'aime la Chine quand j'y vais pour mes voyages, j'adore la France, c'est mon pays. Et la France, c'est exceptionnel. Comme le disait si bien, il y a un fromage pour chaque jour de l'année en France. Il y a une mer Atlantique, une mer Méditerranée, des montagnes, des prairies. Donc en fait, ce qu'on peut retrouver dans un immense pays comme la Chine, des mers intérieures, des lacs, des mers chaudes, des mers froides, des climats continentaux, des climats méditerranéens, et bien en fait on va trouver tout ça dans un tout petit pays qui s'appelle la France. Donc oui, et puis des artisans extraordinaires. Cette initiative aujourd'hui qui rassemble aussi les appellations d'origine protégée qui existent en France et en Europe et les appellations d'origine protégée qui existent en Chine, ça c'est des initiatives merveilleuses. Bien sûr, c'est une très belle initiative entre l'Europe et la Chine, mais moi je la vois parfaitement entre la France et la Chine. En fait, beaucoup de gens parlent de cette appellation d'origine contrôlée. Donc, comment c'est utile finalement, concrètement pour vous, parce que vous travaillez sur le terrain, donc vous connaissez mieux que les autres? Les appellations, c'est pas utile, c'est essentiel. En 1988, un Italien merveilleux qui s'appelle Carlo Petrini a lancé un mouvement qui s'appelle le Slow Food, qui permet d'aider les grands faiseurs, les grands artisans de la gastronomie, celui qui fait un fromage de chèvre, celui qui élève quelques cochons, celui qui élève quelques poules, de le faire de la meilleure façon possible. Et si on ne protège pas ça, il n'y aura plus de grande gastronomie. Parce que la gastronomie, ça commence par des produits exceptionnels, des produits qu'on doit donc protéger. Il y a des fois, on dit que il y a des Français parfois disent que bon, c'est un peu comment on dit, stéréotype de penser que en France il y a que de la gastronomie et des produits de luxe, mais on voit bien que la gastronomie c'est vraiment quelque chose qui est très essentiel quand même. La gastronomie, c'est avant tout un état d'esprit. Vous pouvez faire de la gastronomie avec 10 €. Et je lancerai l'année prochaine un livre très important qui s'appelle Tic Tac Touk Let's Cook, qui explique comment est-ce qu'on peut faire de la gastronomie, mais non pas avec des recettes de cuisine, mais avec son cœur. Et ça, c'est très important. Il est évident qu'aujourd'hui, quand on doit faire des produits d'exception, ça coûte cher. Quand on doit faire du vin en Chine, ça coûte très cher. Parce que parfois, il faut irriguer. Parfois, les ceps de vigne, il faut les protéger du froid intense l'hiver, très en hauteur. Après ça, il faut avoir des tonneaux particuliers. Donc quand on veut faire bien, c'est toujours beaucoup de travail. Et à la fin, le travail a une valeur. C'est pour ça que de temps en temps, on peut stigmatiser les choses et dire que oui, c'est du luxe, oui, c'est cher.
Mais on a la capacité de manger très bien en France pour pas très cher. C'est vrai que c'est un peu simpliste de considérer que la gastronomie, c'est seulement un bon gâteau ou quelque chose dans l'assiette, mais en fait, c'est toute une chaîne de valeur. Brillat-Savarin, qui était un avocat merveilleux et sûrement le plus grand des gastronomes contemporains, expliquait assez bien et disait, je ne vais pas le citer, mais que se nourrir, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais faire attention à ses amis, à avoir une table, c'est absolument essentiel. Et celui qui ne sait pas faire attention à la façon avec laquelle il reçoit ses amis n'est pas digne d'avoir des amis. Vous avez un beau travail, n'est-ce pas? Je vous remercie, oui, j'ai un très beau travail. Mais vous aimez la cuisine, je suppose. Ah, moi, j'adore cuisiner et surtout, j'ai toujours cuisiné depuis que je suis tout petit. Mais le jour où j'ai eu mon enfant, car j'ai 2 fils, Gaspard qui a 18 ans et Arthur qui a 15 ans, j'ai réalisé l'énorme responsabilité que j'avais quand vous avez une cuillère et que vous allez nourrir votre enfant. Et la seule chose que vous pouvez faire pour votre enfant, c'est de le nourrir, c'est de le voir grandir comme une plante sublime. Alors j'ai fait la cuisine tous les jours pour eux, alors que je travaillais beaucoup à côté. Et ça a été un moment merveilleux. Et c'est ça que je veux apprendre maintenant aux gens, à cuisiner très simplement, à cuisiner, comme je vous l'ai dit, avec son cœur. Et quel est votre... est-ce que vous, en Chine, vous avez vu les chefs qui cuisinent? Comment vous regardez leur façon de faire la cuisine? Ce qui est très intéressant dans la façon avec laquelle les Chinois préparent leur gastronomie, c'est une cuisine qui est très technique. On a besoin de chambres de maturation, on a besoin de fours particuliers, on a besoin de bois particuliers pour faire un canard laqué à la perfection. Et si on n'a pas tous ces outils, on ne peut pas faire un canard laqué. Donc en fait, il y a beaucoup de techniques, d'ailleurs certaines ancestrales, qui sont là. Et il y a un travail merveilleux dans la cuisine qui est le travail du feu. La Chine a toujours maîtrisé le feu. C'est grâce à ça qu'on a cette porcelaine extraordinaire, grâce au four dragon, qui permettait d'aller dans des températures extrêmes et de faire une porcelaine exceptionnelle. Et pour moi, le maître mot de la cuisine chinoise, au-delà de l'inspiration des produits dont le pays dispose, c'est le feu. Qu'est-ce qui est essentiel dans la cuisine française alors? La cuisine française, c'est une cuisine d'assemblage. Aujourd'hui, c'est une cuisine de précision. Bien sûr, on va y chercher les goûts, souvent les goûts les plus simples. C'est une cuisine... Il y a beaucoup de techniques aussi, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de techniques, mais quand on voit les très grands chefs, je pense qu'il y a 2 choses qui sont essentielles. Un travail qui résume vraiment la gastronomie française, c'est le travail des sauces. C'est ce qui va lier le solide et le liquide. Ce qui va lier le plat qu'on mange et le vin qu'on boit. Et s'il n'y a pas une grande sauce, en France, vous n'avez pas un grand plat. Et je pense que ça, c'est la ligne conductrice de la grande gastronomie française. Comment ce travail de gastronome aujourd'hui relie la France et la Chine aujourd'hui? Est-ce que vous avez des idées, par exemple, de former des clubs des fans de gastronomes français et chinois? Est-ce qu'il y a des projets comme ça? Il y a beaucoup d'initiatives qui ont déjà lieu et qui sont magnifiques. Il y a des grands voyages de l'Académie internationale. Un voyage a eu lieu il y a 4 ans ou 5 ans en Chine qui était absolument merveilleux. Il y a des organisations comme la Chaîne des Rôtisseurs, qui est un groupement magnifique, où l'association chinoise est absolument extraordinaire, inspirée de la fondation de cette organisation en 1950. Donc les passerelles existent, la reconnaissance existe, mais je pense qu'il faut continuer à le faire vivre avec excellence et avec exigence. Quel genre d'exigence? Ordonner un grand repas, c'est très difficile. Les gens pensent que c'est facile, et le métier d'un gastronome, c'est de s'assurer que la construction de menus raconte une histoire. C'est très facile de mettre du caviar avec du bœuf wagyu, avec du turbo. Est-ce que ça raconte une histoire? Non. La grande gastronomie, c'est avant tout
raconter des histoires. La gastronomie, comme je l'ai dit, c'est la diplomatie à table. C'est choisir le vin qui est dans une année spéciale. Quand le général de Gaulle recevait Kennedy à Versailles, il a choisi le vin de l'année de leur mariage avec Jackie Kennedy. C'est comment est-ce qu'on pose une fleur, c'est comment est-ce qu'on a des attentions particulières, c'est comment est-ce qu'on va construire un menu pour qu'il aide à l'idée d'un avenir meilleur. Et ça, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que vous voyez, parce que vous avez dans votre livre tous les grands menus, et surtout le menu entre le dirigeant français et le dirigeant chinois. Qu'est-ce que cette menu, ça raconte? C'est absolument exceptionnel. C'était pour le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et à l'époque, le président Hollande, président de la France, recevait son Excellence M. Xi Jinping à Versailles. Ils n'étaient que 5. Vous imaginez 5 personnes à Versailles. Et c'est un menu extraordinaire. C'est un menu qui est composé comme un grand menu chinois, avec beaucoup de plats qui se succèdent, mais qui ne sont qu'avec des grands plats français. Donc c'était l'alliance de ce rythme à la chinoise, mais fait sur la base de très grands plats français. Le turbo de ligne à la truffe noire, le pigeonneau, céleri cacahuète, les riz de veau doré. Et puis là encore, des très grands vins qui étaient servis, des plus belles appellations françaises, que ce soit en Champagne, que ce soit en vin de Bourgogne, que ce soit en vin de Bordeaux. J'ai une grande affection pour le château Aubryon qui avait été servi, que ce soit des vins d'Alsace. Donc voilà, c'est merveilleux de pouvoir faire des repas comme ça, sachant qu'il y a, je crois, 15 plats et que le dîner a été servi en 1h30. Parce que la tradition aussi, en France, c'est de passer 5 heures à table. Mais ce n'est pas du tout la tradition en Chine. On va déjeuner plus vite et puis après ça, on décide de pouvoir sortir de table ou pas. Mais ce n'est pas la même tradition. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit plutôt d'une histoire de respect mutuel et de compréhension mutuelle? Mais je pense que vous levez le mot le plus essentiel et le mot qui manque le plus aujourd'hui, c'est le respect. La grande gastronomie, c'est avant tout une histoire de respect. Respect de ses hôtes, comme le dit Brillat Savarin, respect des produits, respect des savoir-faire, respect du timing, respect de la vie. C'est vrai que la France et les Français et les Chinois ont des habitudes d'alimentaire un peu différentes. Hein. Les Français ils mangent tard et puis passer très longtemps à table, et les Chinois ils dînent plus tôt. Mais comment associer tout ça ensemble pour pouvoir avoir un respect maximum pour les deux? Le Français mange tard, mais il peut manger plus vite. J'ai assisté à des dîners internationaux où mes grands amis chinois étaient très heureux de passer 3 heures à table. Ouais. Pourquoi? Les Français passent peut-être 3 heures à table, les Chinois passent peut-être 1 heure à table, mais ça, c'est en dehors d'un grand repas. À partir du moment où on crée quelque chose d'exceptionnel, où on va servir les plus beaux vins, les plus beaux thés, les plus beaux alcools, les plus grands mets, le temps se suspend et on ne sait plus dans quel monde on vit. Il n'y a plus d'espace-temps et c'est ça qui est magique. Mais l'ordonnancement d'un grand repas impérial chinois était, lui, assez long. L'ordonnancement d'un grand repas royal était long. Aujourd'hui, on est rentré dans un monde où on va manger rapidement, ce qui est la pire chose pour votre corps. Donc c'est pour ça qu'à l'Académie internationale, on milite pour faire attention quand on s'alimente, et on dit, avec humour bien sûr, qu'être un gastronome, c'est ce qui vous protège le mieux des maladies. Je vous remercie, Monsieur Kennedy, d'avoir partagé votre expérience de gastronome avec nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. C'est un grand bonheur et un grand honneur. Merci beaucoup.